11h passées de 5 minutes à la partie de la RTNC Kisangani, dans laquelle vous suivez votre émission préférée, qui passe chaque dimanche de 11h à 12h, qui n'est autre que Tout en vrac, fait comme variété, et réalité à actualité, et c'est comme communiqué pour ne pas abuser de notre temps, parce que nous recevons des grandes personnalités, non seulement de la ville de Kisangani, mais de la République démocratique du Congo. Et nous avons aussi également un oiseau rare aujourd'hui dans ces studios. Vous aurez à le découvrir au cours de notre émission, qui n'est autre qu'un alimenthérapeute, qui n'est pas à confondre avec un nutritionniste. En tout cas, vous allez le découvrir. Et puis les baobas, que vous connaissez très bien, qui n'est autre que M. Dismas Kitenge, qui est activiste des droits de l'homme, à qui nous allons encore nous appesantir sur la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je crois que vous a promis la semaine dernière. Il est revenu encore à la charge et aujourd'hui, nous allons continuer avec lui. Notre numéro, c'est le 082 16 12 133. 082 16 12 133. 085 14 22 974. 085 14 22 974. Parce que vraiment, nous avons des grands calibres dans cette studio aujourd'hui. Juste pour saluer des personnalités, seulement pour ne pas abuser un peu de la rubrique de notre émission. Et là, je commence à saluer d'abord notre directeur de la RTNC. Je salue également le sous-directeur Gelalissa, je salue chef de service Info Radio au Kondamomba, et M. Kambi Omombo. Il y a une particularité aujourd'hui, notre concert Alice Tandia, qui vient de perdre son père, en tout cas. Nous disons que nos condoléances. Alice, là où vous êtes, je crois qu'après cette émission, notre équipe sera là-bas pour essayer un peu de vous voir. Et pourquoi pas aussi, si les grands calibres qui sont ici, ils auront aussi le temps d'aller le voir. Nous serons avec eux ici dans ces studios. Allez, quelques salutations. Oui. La salutation, d'abord, comme vous venez de dire, nous partageons le malheur qui vient de frapper notre sœur à perdant son père. C'est vrai que nous ne sommes pour mourir. Nul ne peut se prévaloir qu'il peut vivre sous le soleil éternellement. Mais c'est choquant, c'est décevant. Courage, ma sœur. Le monde, c'est comme ça. La mort, c'est un tour à tour, de rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, papa est parti. Demain, ça sera moi, André, ainsi de suite. Courage. Nous allons venir vous réconforter. Trouve ça normal. Nul ne peut se prévaloir de vivre éternellement sous les soleils. Oui, nous saluons tous les auditeurs de la RTNC et plus particulièrement ceux de l'émission Tout en vrac. Oui, en tout cas, avant de continuer, une fois encore de plus, à Distanza, nos condoléances. Nous avons perdu notre papa. Je crois que si on peut demander une minute de silence, parce que c'est une grande personnalité qui a évolué aussi à la RTNC et qui a beaucoup aidé à la RTNC Kinshasa comme la RTNC Kisangani. Une minute de silence, notre technicien. Bien, voilà, merci beaucoup. Je commence par saluer d'abord nos invités. M. Tissouma, qui est habitué à ces micros de la RTNC, qui est devenu pratiquement le journaliste de la RTNC. Bonjour. Bonjour. Et à ma droite, M. Makengo, un alimenthérapeute. Je crois que vous allez le découvrir. Il va se présenter lui-même. Bonjour, monsieur. Bonjour, le bien-aimé. Ah oui, je crois que M. Dimas, vous ne pouvez pas nous en vouloir. Il peut se présenter d'abord. Merci. Après, on puisse rentrer parce que vous êtes déjà la personne la bien connue dans la ville de Kisangani, pourquoi pas la République démocratique du Congo et à travers le monde également. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu, M. Makengo? Merci beaucoup. Heureusement, vous l'avez fait déjà en partie. C'est Jean-Pierre Makengo. Je suis alimenthérapeute. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est je suis bâtisseur de la nation, c'est-à-dire bâtisseur de la nation, je peux dire c'est le petit-fils de Lumumba, économiquement, donc petit-fils idéologique de Lumumba. Nous sommes formés pour juste représenter, concrétiser l'indépendance économique que notre héros national était en train juste de chercher dans ce pays. Voilà, c'est le nom de bâtisseur de la nation que j'aime plus que tous les titres que j'ai. Merci beaucoup. Ça c'est déjà beaucoup, M. Dismas. Nous avons évoqué longuement, pour ne pas dire que nous avons parlé longuement par rapport à la situation de l'Est la fois dernière. Et aujourd'hui, la première question, c'est pas bon s'il faut le poser à chaud. Pourquoi encore cet embargo en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Comme nous l'avons tous suivi, l'embargo a été
renouvelée, décidée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa dernière réunion sur les armes. C'est-à-dire, cet embargo ne concerne pas en très grande partie le gouvernement congolais, mais concerne les groupes armés. Mais aussi le gouvernement congolais, en ce qui concerne ce qu'on appelle l'origine délictueuse des armes. C'est-à-dire, il ne faut pas que le gouvernement congolais puisse faire le trafic des armes. L'embargo porte sur le trafic des armes. Le gouvernement, si lui, le gouvernement, il est autorisé à importer les armes, à acheter les armes. Mais il faut que ces armes servent à la nation. Il ne faut pas que les armes achetées par le gouvernement puissent servir de tremplin pour les groupes armés. Ceux qui sont plus concernés, c'est les groupes armés. L'embargo sur les groupes armés. Donc, sur le trafic des armes. Il faut le trafic des armes. Le trafic, déjà, c'est le commerce illégal des armes. C'est ce qu'interdit le Conseil de sécurité, c'est le commerce illégal. Mais si c'est un commerce légal, c'est-à-dire l'armée congolaise est autorisée à acheter les armes d'une façon légale auprès des États suivant les normes internationales, la transparence, et que ces armes-là servent vraiment à l'armée congolaise. Puisque le Conseil de sécurité est intervenu sur une chose qui est claire, et il faudrait que les auditeurs de la RTNC comprennent, et tous les Congolais. C'est-à-dire, l'armée congolaise, si elle est concernée d'une manière directe ou indirecte par les trafics, c'est que l'équipe des experts des Nations Unies sont arrivés à découvrir qu'au sein de l'armée congolaise, il y a certains généraux qui se permettent de vendre les armes de l'armée d'une façon clandestine aux groupes armés. Ce qui contribue à la continuité des conflits armés en RDC. C'est-à-dire le trafic, le commerce illégal des armes est une source de la continuité, de la préservation des conflits armés en RDC. C'est-à-dire, si ce trafic-là est interdit, il est sanctionné, c'est un terme, c'est-à-dire l'interdiction du commerce illégal des armes, et donc être accompagné des sanctions. Et le Conseil de sécurité doit sanctionner les auteurs du trafic d'armes. Ces auteurs qui se retrouvent au sein de l'armée, comme au sein des groupes armés, comme aussi au sein des États proches voisins de la RDC. Merci beaucoup. C'est l'interdiction du commerce illégal. Okay. C'est ce qui est appelé trafic. Vous avez levé cette nuance. Ce n'est pas dit que l'armée congolaise ne peut pas acheter les armes. Elle doit acheter d'une façon légale, autorisée, transparente, et se servir de ces armes-là pour défendre l'intégrité territoriale. Mais ne pas se servir de ces armes pour alimenter les groupes armés qui sont des groupes illégaux. Les groupes armés sont des rebelles, des groupes illégaux qui doivent disparaître. Ce n'est pas une armée régulière. Voilà. Voilà. Vous avez un mot à placer, M. Makengo, même si vous êtes bâtisseur. Un bâtisseur, je crois qu'il doit avoir un œil sur le plan général de la République. Évidemment, je pense bien que ce que notre expert ami vient de parler, je pense que c'est une très bonne chose. Et la première des choses, vous savez que notre pays il est membre des Nations Unies. Normalement, si les Nations Unies ont décidé par rapport à ce qui se passe, à ce qui se réalise dans notre pays, ça, premièrement, nous devons juste dire que les Nations Unies sont en train d'aimer le Congo. Puisque si on n'aimait pas le Congo, on ne pouvait pas arriver juste à remarquer, à détecter ce qui se passait au sein de notre armée. Or, l'armée, elle est armée, et ce sont des forces armées congolaises. Mais il y a des choses qui se réalisent au sein de l'armée du Congo pour détruire le Congo et les Congolais. Et si les Nations Unies aujourd'hui arrivent à donner cet embargo, je pense que notre ami, Papa Gismas, c'est Gismas si je me mal prononcé, il a très bien analysé cette affaire. Et moi, je jette des fleurs aux Nations Unies et je jette aussi des fleurs aux officiers consciencieux qui ont aidé aussi à faire les bons rapports aux Nations Unies afin que les choses puissent se dessiner de cette manière. Voilà, vous l'avez dit. Maintenant, nous allons vous poser la première question par rapport à votre... Est-ce qu'un animathérapeute, c'est qui? Merci. Je pense bien que ce n'est pas une leçon de vocabulaire ou quoi que ce soit. Mais ce qu'il faudrait savoir est que l'animathérapeute, il y a aliments et thérapie. C'est-à-dire que les aliments, c'est ce que nous mangeons, ce que nous mangeons, mais malade, c'est quoi aliment na malade.
moto oyo ayebi kosangisa, là il faudrait que je m'exprime un peu à lingala, moto ayebi kosangisa biloko po ebikisa bokono songolo to pakala ye nde azali alimathérapeute. Mais oyo azali kopesa conseil na mutu po alia biloko po na santé na ye azali nutritionniste. Kasi biso tozali nde mpona kosangisa biloko po ekoma mino oyo okobikisa bamaladi misusu oyo ezali kotia bato lelo na mpasi mingi. Merci beaucoup, Didier. Oui, monsieur André, j'ai suivi nos invités. J'ai une question, je dois nécessairement poser à monsieur Dismas Kitenge. Et notre ami Makengo a bien répondu en disant que les Nations Unies ont manifesté un signe d'amour à la République démocratique du Congo en interdisant à cause de certains de nos généraux qui se méconduisent. Dismas Kitenge, où vous sortez? Vous êtes souvent aux Nations Unies. Mais nous avons constaté, d'Avodur, qu'il y a la politique d'Autriche, de 2 poids 2 mesures. D'aucuns ignorent que le guerre que le Congo a connu, le RCD Goma, le RCD KML, le RCD Roger Lumbala, le MSC de Jean-Pierre Mbemba, ces gens-là, tous étaient des alliés des étrangers. La guerre était imposée par les étrangers. Pourquoi ne pas interdire à ce genre de ne pas acheter des armes? Parce que ce qui se passe à l'Est du Congo, c'est sauté, nous avons vu. La guerre de 2000, nous avons vu, on avait acheté même des certaines d'huile. On écrit Made in USA, 1999. Mais pourquoi ne pas indexer à ce genre-là? Ils indexent seulement que la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'il y ait cette politique d'Autriche-là. Ça choque, ça énerve. Merci Didier. C'est une question pertinente, mais à la fois délicate et complexe. Je dois l'aborder avec autant d'objectivité. Dans mon travail de plaidoyer dans le domaine des droits humains, je suis chaque année au moins 2 fois à New York, où se trouvent les sièges du Conseil de sécurité ou des Nations Unies tout court. Les sièges des Nations Unies, c'est à New York, aux États-Unis. Vous avez posé cette question-là, pourquoi 2 poids 2 mesures? Les Nations Unies, c'est un concert, c'est une organisation des États qui a été créée en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif principal, c'était la paix. Il faut sauvegarder la paix et la sécurité internationale. Il y a 2 mots à la base des objectifs, à la base des Nations Unies. La paix et la sécurité internationale. Elles sont arrivées au Congo, ce n'est pas la première fois. Vous savez, la première fois, c'était en 1960, quand il y a eu balkanisation, il y a eu sécession katangaise. Les Nations Unies sont venues pour empêcher la déliquescence de l'État, c'est-à-dire cette balkanisation. Elles sont arrivées, et j'étais à Lusaka, au moment où les belligérants signaient l'accord. C'est sur l'invitation de la RDC, c'est sur l'invitation du gouvernement congolais. Et avec les partis congolaises, ce qu'on appelait les entités composantes à l'époque, souvenez-vous, c'est-à-dire le mouvement rebelle. Bref, je vais dire une chose, les Nations Unies ne sont pas venues au Congo d'elles-mêmes. Elles ont été appelées par les Congolais pour faire la paix et la sécurité internationale. C'est l'invité des Congolais, si je puis dire comme ça. C'est comme ça qu'on a eu ce qu'on a appelé l'accord de cessez-le-feu de Lusaka. Les Nations Unies à l'époque, en 1999, nous étions comme société civile pour observer pour pousser les belligérants à signer cet accord à Lusaka. C'était un accord qui a été signé par le gouvernement de l'époque de Laurent Désiré Kabila, avec le MRC, avec le RCD, avec le RCD national, toutes ces entités composantes, les mouvements rebelles différents, ils ont signé. Et c'était appelé l'accord de cessez-le-feu. Et on a dit, l'organisation qui doit présider, mettre les gens ensemble et jouer le rôle de mettre fin au conflit armé et de restaurer la paix, c'était les Nations Unies. Et les Nations Unies ont joué ce rôle. Mais alors, vous posez la question concernant les armes, comment que ça se passe? N'oubliez pas que les Nations Unies, une organisation des États, les États sont constitués par des hommes et les hommes ont leurs intérêts. Et dans chaque État, et dans le monde occidental, vous savez, c'est qu'il y a des industries qui fabriquent les armes. Ce ne sont pas des industries des États, ce sont des industries privées, mais qui investissent dans plusieurs pays et elles deviennent ce qu'on appelle les multinationales. Ce sont des industries qui fabriquent les armes, qui doivent les vendre. Leurs produits, c'est les armes. Les acheteurs sont qui? Sont les États, y compris aussi les groupes mafieux. Puisqu'il ne faut pas oublier que depuis que les Nations Unies existent,
elles ont la mission de mettre la paix et la sécurité, mais malgré leur volonté et leurs moyens, il subsiste toujours des conflits. Il subsiste toujours dans toutes les parties du monde ou dans quelques parties du monde des conflits armés qui opposent parfois les États contre les rébellions en Amérique, partout dans le monde. C'est noble comme objectif, mais c'est un objectif qui s'inscrit dans les temps. Ça va durer. Alors, je disais, les industries là qui fabriquent les armes doivent trouver les marchés pour écouler les armes. Alors, ces marchés-là se retrouvent dans les États qui sont désorganisés. Par exemple, bon, c'est un mot qui va nous mettre mal à l'aise, mais malheureusement, notre État ici, comme de la RDC, depuis plusieurs années, même vingtaine d'années, nous sommes un État, les uns nous appellent post-conflit, les autres appellent en anglais un État fragile. Un État fragile, c'est un État où il y a, c'est comme un bébé qui n'est pas encore adulte, il faut l'assister. Donc, un État fragile qui, si on ne fait pas attention, la paix sera à tout moment brisée et que ça risque de déséquilibrer aussi qui sont désorganisés comme le nôtre. On vend les armes à l'État, à l'armée, qui malheureusement l'armée désorganisée, il y a certains généraux qui font les trafics, qui fournissent ces armes-là de l'État aux groupes armés et en échange ils obtiennent de l'or. Je ne citerai le nom de personne pour rester impartial, mais je vous donne un cas. Il y a eu les rebelles à Mambasa, qui a été après tué, Morgan. Mais Morgan a fait une rébellion là à Mambasa, dans la forêt, et où Morgan a trouvé des armes. Certaines des armes, nous on a détecté ça, étaient même fournies à Morgan à partir de Kisangani, à l'époque. Je ne citerai le nom de personne. Mais c'était les autorités de l'armée qui étaient ici, qui ont fourni à Morgan. Et Morgan, en échange, leur donnait quoi? Leur fournissait de l'or. Morgan leur donnait de l'or, puisque Morgan contrôlait une partie de Mambasa, la forêt là, qui était riche en or. Alors, qui était aussi riche en coltan, qui était aussi riche en ivoire. Alors, de même, donc, c'est trafic. Alors, ce qui fait que certains généraux se trouvent. Alors là, la responsabilité, je vais dire à mon ami, j'étais parti dans l'historique, la responsabilité doit être partagée. Il y a la responsabilité des Nations Unies, il y a la responsabilité d'un côté les Nations Unies qui doivent contrôler et sanctionner les États et les multinationales là qui fournissent, ça c'est leur responsabilité, mais les Nations Unies, leur argent vient d'où? Des États. Alors il y a des États qui ont ces multinationales là, qui ont ces sociétés qui fabriquent des armes, et ces sociétés là payent aussi des impôts à leurs États. Je donne l'exemple aux États-Unis, il y a des sociétés qui fabriquent au Canada, en Australie, qui fabriquent des armes, qui fabriquent tout ça, mais doivent payer des impôts. Alors ces États-là doivent aussi les surveiller. La responsabilité des Nations Unies, qui doit contrôler ces multinationales dans le monde, et les États qui sont rebelles, qui permettent que leurs sociétés, qui ne contrôlent pas leurs sociétés, pour que les sociétés ne fournissent pas des armes vers des groupes armés réfractaires comme des mouvements de Daesh, comme ce qui est chez nous à Beni, les ADF Nalou. Donc il faut surveiller. Ce sont des groupes qui sont déjà indexés. Mais malheureusement, les Nations Unies n'ont pas beaucoup de moyens de faire tout, puisque les États aussi leur bloquent, puisqu'il ne faut pas oublier que ces multinationales qui paient les impôts, qui contribuent aux revenus des États, parfois les États sont moins regardants. Puis je dis, si nous le coinçons trop, nous allons perdre aussi l'argent. Puisque l'argent est le nerf de la guerre. Un État sans argent. Merci beaucoup. Voilà. Troisièmement, c'est aussi la responsabilité des États comme le nôtre. On ne veut pas s'organiser pour mettre fin à ces conflits-là, pour être sérieux. Ces conflits-là, malheureusement, comme le nôtre ici, nourrit beaucoup de gens. Pour dire aussi à notre ami, c'est je disais que c'est une question complexe, mais je vais terminer par là. C'est devenu un business international, un business complexe qui implique les États, qui implique les multinationales, qui implique aussi les individus. Comme chez nous, les désordres de l'Est, ça profite à qui? Ça profite à ces États de la région, qui tirent le dividende. Puisque, comme me disait un ami malien, le malheur du Congo, c'est d'être riche. Si l'Est du Congo n'était pas riche, c'était désertique, on n'aurait pas ces conflits-là. Les conflits n'allaient pas durer. Mais puisque les gens exploitent les minéraux, et les minéraux là profitent à tous ceux qui sont là. Quand je disais business international, vous vous rendez compte, même ceux qui sont venus nous aider, que je nomme pas, que vous comprenez, s'ils arrivent à un endroit où il y a de l'or,
où il y a des coltans, même s'ils sont des casques bleus, mais ils obtiennent ça. Et l'État ne sait pas les contrôler. Ils vont entrer aussi dans la mafia. Ok, merci. C'est une mafia donc entretenue. Gilles Lossilo a une question. Un réseau mafieux. Gilles Lossilo, vous avez une question? La question n'est pas pour Dispense, c'est plutôt pour Makengo, parce que juste à la présentation, il y a quelque chose qui m'a tiqué lorsqu'il a dit il est précurseur, hein, ou encore il est adepte de Lumumba. Adepte de Lumumba, je dis, mais en tout cas, alors, parce qu'il y a des gens qui se vêtissent des tenues de Lumumba, hein, le nom de Lumumba, pour le désordre, ou encore faire ce qu'ils veulent. Alors, vous êtes adepte de Lumumba, Zambé Lumumba, parce qu'il y a encore des adeptes là-bas. Donc, c'est comment? Merci beaucoup. Pour juste m'identifier, je pense que je devrais partir de la sagesse de notre grand-père Lumumba. Il avait dit ceci: la grandeur, c'est la force. Ça, c'est la première phrase. La deuxième phrase que j'ai beaucoup aimée, il avait dit que l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais. Juste, ça se lie à ce que notre ami Kitenge était en train d'analyser là sur place. Moi, je suis pour Émeric Patrice Lumumba, qui a été assassiné là-bas, là où vous avez connu au Katanga, et dissous dans la suite caustique. Ça, c'est ça mon parrain, c'est ça mon mentor. Ce n'est pas l'autre Lumumba qui voulait faire là-bas. Alors, quand on parlait de la grandeur, c'est la force, juste notre ami avait déjà défini ça, analysé cela. La grandeur veut dire la compétence. Si on est compétent, à ce moment-là, vous aurez la grandeur. Le Congo aujourd'hui affiche l'incompétence. C'est la raison pour laquelle il y a tout cela. Il avait dit, quand vous ne vous organisez pas chez vous, au juste vous allez appeler soit les pasteurs, soit les voisins pour venir vous conseiller. Et si le Congo n'arrive pas à s'organiser, nous avons toujours des problèmes entre nous. À ce moment-là, nous allons toujours appeler les autres. Et quand les autres vont venir ce jour-là, ils vont amener leurs propres intérêts. Parce que quand vous m'appelez chez toi, soit j'attends au transport, je m'attends au transport, ou soit à autre chose. Et les Nations Unies sont venues faire ce qu'ils ont fait là. Et Lumumba disait aussi que nous devons écrire notre histoire. L'histoire que nous voulons écrire, c'est d'abord la pauvreté. Nous voulons combattre la pauvreté. Et l'éradication de la pauvreté ne viendra pas des Nations Unies, ne viendra pas de nulle part. Ça viendra de nous-mêmes. Puisque nous avons déjà la formule, ce qui reste, c'est de bien pouvoir appuyer seulement le bouton. Et à ce moment-là, nous allons commencer à éradiquer petit à petit et les gens vont vivre. À ce moment-là, quand la relique de Lumumba sera ici, je pense que les autres vont rêver même Lumumba puisqu'il sera très content de tout ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui à l'âge de 61 ans. De sa mort, c'est maintenant que les idéaux de Lumumba sont mis en pratique. Nous concrétisons ce que lui voulait et nous les concrétisons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous avions appelé la campagne Dialogue 61. Il aurait fallu que le Congo attende. Il faut être aussi patient. Hein? Les patients mangent les fruits mûrs. Le Congo avait attendu pendant 61 ans pour que les désordres puissent finir. Et voilà que notre ami Kitenge est en train de décortiquer les choses d'une manière claire. Et si les anges nous suivent à ce moment ici, je pense qu'il est bien coté à partir du ciel. Et à ce moment-là, les choses vont aller. Voilà, nous sommes le dimanche, les anges sont là, et ils sont toujours avec la République du Congo. Oui, c'est peut-être parce que nous allons, bon, c'est pas peut-être par la suite, à 13h, nous allons continuer avec notre... Poser un peu la question, quelques minutes va rester là-bas. là-bas. La question parce que j'aimerais... Quand il a parlé d'acide mystique, donc quelque chose comme ça. Le reste là, ce que nous attendons, par rapport au reste du corps de Lumumba qu'on avait jeté. Concrètement, là, c'est quoi? Parce que ça crée un peu une confusion là-dessus. Les répliques ou quoi? Oui. Les reliques, là. Les reliques. Oui. C'est la dent, hein? C'est la dent. C'est une dent, hein? Oui. Là qu'on a arraché. Donc, les reliques, c'est la dent qu'un blanc avait arrachée à Lumumba lorsqu'on le battait, Oui. juste quand il quittait Kinshasa pour venir à Kisangani. Et de Kisangani, on l'a pris de Kinshasa encore pour Lubumbashi, on le battait dans l'avion. À ce moment-là, on l'avait arraché une dent, c'est pas moi. C'est cette dent-là que nous attendons. C'est cette dent que nous attendons. Mais le reste du corps était jeté dans l'acide, c'est vraiment parce qu'ils connaissent. Le reste du corps était jeté, brûlé même. Vous n'avez pas vu le film? Je crois qu'il va nous montrer. Mais M. Dismas Kitenge, nous sommes encore avec vous. Mais quelque part là, hein, les Nations Unies est aussi pointé parmi les gens qui mettent des troubles, ça fait, je m'excuse, hein, qui sont aussi d'aggraver la situation à l'Est.
Bon, je vous ai dit que je vais faire une analyse objective. Je suis un partenaire des Nations Unies, je travaille avec eux, mais en même temps, je les critique et je fais des propositions. Puisque peut-être vous n'avez pas encore eu beaucoup de temps de lire ce que le groupe Lotus a produit. Quand nous partons à New York, généralement, avant qu'on adopte une résolution de prolongation du mandat de la MONUSCO, nous faisons des critiques. Alors, je dirais objectivement, la responsabilité est partagée. La première responsabilité vient du Congo et des Congolais. Nous étions incapables de mettre de l'ordre dans notre pays, de créer un État moderne, un État qui protège ses frontières, qui protège ses intérêts, ses citoyens. C'est comme ça que nous avons appelé les autres à nous aider. Et quand nous avons appelé les autres à nous aider, nous n'avons pas été clairs sur les limites. Vous intervenez dans tel domaine et pendant X temps. Bon, vous avez entendu encore le président de la République, il est d'accord pour que la MONUSCO reste encore, continue à nous aider. Hein? Bon, c'est déjà plus de 20 ans que la MONUSCO est là. Hein? 20 ans, c'était en 2019. La MONUSCO est arrivée sous MONUC en 1999. Bon, bref, je vais dire ceci. La première responsabilité, l'État congolais et les Congolais. Deuxième responsabilité, eux. Mais leur responsabilité, c'est quoi? Puisque les troupes qui viennent ici, au Congo, puisque la faiblesse des Nations Unies, je ne cesse de le dire, passe d'abord par les problèmes des troupes. Les troupes qu'on nous envoie ici, ce sont des troupes qui viennent non pas pour faire la guerre. Rappelez-vous ce que je vous ai dit précédemment. Nous avons pour la première fois au monde d'avoir une brigade d'intervention. C'est-à-dire les Nations Unies ne viennent pas pour faire la guerre, mais pour faire la paix. Mais on a constaté qu'au Congo, il y avait un défi. La mission coûte cher, avec plus d'hommes, c'était 1,5 milliard par an, avec 20 000 hommes. Mais ils ont créé la brigade d'intervention rapide pour faire la guerre, traquer les groupes armés, les neutraliser. Mais autant d'années, un seul succès contre M23. Le reste, c'est la brigade. Pourquoi? Qui sont là? Je n'attaque personne, mais je vous dis, les Kenyans, les Malawites, les Sud-Africains. Mais ces gens-là, dans la brigade, on leur a demandé de faire la guerre contre les groupes armés. Mais ils ne veulent pas faire la guerre, puisqu'ils ne veulent pas mourir à la place des Congolais. Ils estiment que non, bon voilà, nous devons être là pour appuyer l'armée congolaise et non pas être devant. Donc vous comprenez l'ambiguïté de ça. C'est ce que j'appelle aux Nations Unies une adéquation entre le mandat et les moyens. On donne un mandat fort à la MONUSCO, mais on ne lui donne pas les moyens nécessaires. Les moyens nécessaires passent aussi par les troupes. Imaginez les Français, les Britanniques et les Allemands qui étaient partis à Ituri pour mettre la paix. Mais ils ont mis combien de mois? 6 mois. Dans moins de 6 mois, ils ont neutralisé Thomas Lubanga et ses gens, Martin Ngundjolo et ses gens. Donc voilà, tout était terminé en Ituri en moins de 6 mois. C'était la puissance de feu. Et chaque fois, je demande pourquoi les Américains ne peuvent pas venir. Puisque si l'armée américaine, française, britannique, les armées fortes là au monde, réputées guerrières, et avec tous les moyens possibles, mais cette aventure de l'Est va se terminer en peu de temps. Mais les Américains disent, bon, on n'a plus d'intérêt là, et qu'est-ce qu'on doit venir faire au Congo? Quand les Congolais même jouent aussi leur jeu sale. Les Congolais eux-mêmes ne veulent pas que cette crise-là de l'Est se termine, puisqu'ils vivent de ça, certains Congolais, je ne dis pas tous. Alors vous comprenez, alors les Nations Unies envoient les troupes africaines, mais les Africains qui viennent, nos frères africains, mais eux-mêmes sont aussi partie prenante au conflit. Rappelez-vous la guerre de 1999. C'était qualifié de la première guerre mondiale africaine, qui a mis aux prises 9 États. Il y avait les Zimbabwéens, mais vous envoyez encore les gens qui entretiennent le conflit pour faire la paix. Mais ils vont entretenir le conflit puisqu'ils vivent de ça. Imaginez les troupes qu'on envoie là, qui sont des troupes qui ne veulent pas faire la guerre au Congo. Les Kenyans qui sont arrivés. Mais les Kenyans ont un certain intérêt à la politique congolaise, à l'économie. Alors, si le Congo est malade, les autres États voisins africains profitent de ça et deviennent riches. Vous avez entendu, je ne cite pas des noms des États, mais tous nous connaissons des États qui n'ont pas de coltan. Les États qui n'ont pas de coltan, mais qui sont aujourd'hui les États qui vendent les coltans au marché. Mais est-ce que vous allez comprendre ça? Ça, c'est une chose que il faut trouver même des partis, des États qui sont nets au conflit. Moi, j'aurais aimé qu'on n'envoie pas seulement les Africains dans les Nations Unies ou dans la brigade, qu'on trouve d'autres gens. Pas seulement les Asiatiques qui viennent aussi des contrées pauvres qui ont besoin de faire l'argent.
mais qu'on envoie des pays forts avec des troupes fortes pour venir. Nous avons l'expérience d'Artémis en Éthiopie. Pour les Français. Les Français, les Britanniques, les Allemands, là, les Artémis, mais ils ont terminé les conflits armés de l'Ituri en peu de temps. Pourquoi on ne peut pas les envoyer? Mais tout ça aussi, c'est les Congolais. Quand vous êtes dans un état faible, dans les négociations, vous êtes aussi en position faible. Vous ne pouvez pas demander trop. Puisque quand vous allez demander les Américains, on va dire, ok, vous voulez que les Américains viennent. Est-ce que vous allez contribuer? Ou vous avez quoi à nous donner? Puisque si les Américains viennent mourir ici au Congo pour faire la paix, écoutez, il faut que l'État congolais aussi ait quelque chose à leur donner. Alors les Nations Unies... Mais les Nations Unies, c'est l'ensemble des Oui, mais États. ils sont tous dans les Nations Unies. Oui, ils sont tous dans les Nations Unies, mais ils n'ont pas les mêmes intérêts. N'oubliez pas ce qu'on dit dans les relations internationales. Il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. Des intérêts qui comptent. Les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Même au sein des Nations Unies, vous avez déjà vu le Conseil de sécurité. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je suis un habitué de participer, de faire des plaidoyers. Mais pourquoi les Nations Unies, l'ONU a des problèmes pour sanctionner l'Israël? Parce que l'Israël est le protégé des États-Unis. Dans les institutions internationales, dès que vous attaquez l'Israël, vous avez la colère des États-Unis. L'exemple encore, c'est la CPI. La procureure de la Cour pénale internationale, notre sœur africaine qui est partie, Fatou Bensouda, que j'ai vu, avec qui j'ai beaucoup discuté, elle a attaqué l'Israël dans les crimes qui se commettent à Gaza, en Palestine, pour dire que les Israéliens sont en train de commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité en Palestine. Mais c'était la colère des États-Unis. C'était le président Trump. Trump a dit, fini la CPI. Les États-Unis n'ont jamais ratifié les statuts de Rome, mais ils disent qu'ils ne donneront même pas le visa aux gens de la CPI, aux juges, aux magistrats, ils ne viendront plus. Pourquoi? Parce que vous avez touché à l'enfant protégé, à l'enfant chéri des États-Unis, qui est l'Israël. Donc, je vous dis deux poids, deux mesures, ce sont les intérêts. N'imaginez pas les Nations Unies comme une institution neutre, impartiale, parfaite. Non, c'est une institution humaine. Et les gens sont là, et les gens qui sont là ont leurs intérêts, ont leurs préférences. Puisque ce qu'on dit en sciences sociales, n'oubliez pas ça. Objectivité, subjectivité, faux débat. Qui est objectif à 100% dans la vie? Même vous. Vous n'êtes pas objectif à 100%. Nous voyons ça même à l'université, nous qui sommes aussi des enseignants. Ce n'est pas le moment de dire, mais je peux le dire en tant qu'homme. Un même travail, vous êtes dans le membre du jury, un travail de mémoire d'un étudiant. Vous n'allez pas apprécier tous de la même façon. Il y a un membre du jury qui va donner sur 20, 18. Un autre qui donne 12. Un autre qui donne 4. C'est pour cela qu'on veut un jury composé d'un chiffre impair pour ne fût-ce que faire l'équilibre. Mais objectivité, subjectivité, faux débat. Ne croyez pas que les Américains sont des gens impartiaux, parfaits. Ils sont des gens comme vous. Ils ont leurs préférences. C'est pour cela que vous voyez les Nations Unies prendre une sanction contre l'Israël, ça prend du temps. Je vous l'ai dit aussi, malheureusement, j'ai fait une trentaine d'années dans le plaidoyer. Le Rwanda aujourd'hui est fort, plus que nous. La force du Rwanda ne vient pas, comme j'ai dit à mes étudiants, de la petitesse du territoire. Le Rwanda, c'est moins que le territoire d'Opala, en superficie. Mais le Rwanda est fort puisqu'il a plus d'amis. Il faut faire attention, aujourd'hui, dans le monde, à un État ou à quelqu'un qui a plus d'amis. Puisque quand vous le provoquez, il active son réseau d'amis. Et tous ses amis vont vous combattre. Donc le Rwanda aujourd'hui a plus d'amis que le Congo, a plus de partenaires. Les États-Unis sont derrière, la Grande-Bretagne sont derrière. Ils ont des pays qui les supportent. Alors s'il y a un problème, ces gens-là, puisque les pays sont représentés par des hommes, ils ne vont pas juger le Rwanda de la même façon. Imaginez un ancien premier ministre britannique, Tony Blair. C'est le conseiller privé du président Kagame. C'est les conseillers privés. Vous avez vu un général rwandais qui était impliqué dans les crimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, qui a été arrêté à Londres dans le cadre de ce qu'on appelle la compétence universelle. C'est-à-dire un crime commis à l'étranger peut être poursuivi dans un autre pays. Alors on l'a arrêté, mais qui l'a défendu? Le cabinet d'avocats Tony Blair, c'est la femme de Tony Blair. Et vous comprenez, Tony Blair est un ancien premier ministre. Il a des réseaux en Grande-Bretagne.
Il connaît des gens, il connaît des juges. Même la justice là que nous croyons parfaite, elle est humaine, non? Merci beaucoup. Alors vous comprenez, ils influencent. Le général a été libéré, il est rentré à Kigali. Mais si c'était un général congolais, on ne le traiterait pas de la même façon. Oui, oui. À toi, merci André. J'ai une question. J'avais parlé à ce qui concerne, là, parlé de l'Artémis. L'Artémis, c'est vrai. J'étais dans le système, à un moment donné, je savais comment l'histoire s'est passée. Même l'Artémis n'a pas eu mandat d'aller loin au Conseil de sécurité. Je sais que vous êtes c'est un mandat très limité. C'est-à-dire, les anglo-saxons ont fixé aux Français de ne pas d'aller au-delà de Boudia. Je crois que tu ne vas pas me revenir sur ces points. Mais cette influence-là, l'influence anglo-saxonne, tous font partie des Nations Unies. Avec le multinational vendeur d'armes et de munitions, pourquoi seulement c'est le Congo qui est plus indexé? Je vous ai parlé de la guerre de 6 jours. Nous avons vu Guy, Made USA, 1999. Mais avec ça, ça pouvait déjà constituer pour vous. Qu'ils sont en train de faire, vous défendez le Congo, le plus que des preuves pour exhiber ces histoires. On a donné des preuves. Et de deux. Je viens de dire ici, Didier, tu m'as suivi. Oui, les hommes sont les hommes. Oui, j'ai compris. Hein? Que là où au Conseil de sécurité sont des hommes. Oui. Et si un homme a ses amis, a ses intérêts, il ne sera plus objectif. Je vous donne raison parce que j'avais vu même à un moment donné le ministre belge des Affaires étrangères, de Gouch, il s'est hasardé d'indexer Kabila dans son avion qui avait ramassé le papier. Quand il est arrivé à Kisangani, j'étais dans le système. On a donné l'ordre, la chose a dit, il ne faut pas assister ce monsieur. Le monsieur de Saint avec lesquels on a. Des histoires là, tu sais lesquelles je connais le mot là en anglais, que là ça dit, des histoires qui permettent qu'on puisse faire sortir des véhicules dans l'avion. Et puis ministre des Affaires étrangères, pour ne plus indexer que non, Kabila, je ne saurais pas citer le nom, vous connaissez, on était tous dans le système. C'est-à-dire, pour avoir indexé Renault, il a eu des connexions avec le Rwanda. Oui, je sais. Mais ce qui est décevant, il a été négligé. L'ordre est venu, il ne faut le négliger, il ne faut même pas l'assister. Bon, maintenant, que pouvons-nous faire? Vous voyagez, vous êtes en train de... Il faut bien vendre le Congo. J'ai dit cette expression qui est une expression commerciale. Le monde, c'est le monde des intérêts. Didier, ça je te l'ai dit, je le répète, je ne suis pas politique, je suis société civile, mais qui participe à ces négociations-là. Je vous dis, c'est un monde d'intérêt, il faut bien vendre. Ce qu'il faut pour le Congo, il faut trouver des hommes qui sont des leaders. Notre ami a parlé de Lumumba, je ne vais pas entrer dans les détails, il s'est dit lumumbiste. Moi, j'aurais aimé, j'aime bien les nationalistes, que les lumumbistes. Les lumumbistes, ici, ils sont nationalistes, c'est tant mieux. Mais s'ils sont plus liés à la personne de Lumumba qu'aux idées véhiculées par Lumumba qui est de défendre la nation, puisque l'homme a ses erreurs, Lumumba aussi a eu ses erreurs. Hein? Je ne vais pas discuter ici, mais si notre ami permettra un jour ou à travers vous d'avoir un débat sur le lumumbisme, ce qu'a été, je montrerai qu'il avait aussi des points positifs, et peut-être même plus de points positifs en tant qu'homme, mais il y a eu aussi des points négatifs. Alors c'est mieux de défendre l'idéologie nationaliste. L'idéologie nationaliste défendue par Lumumba. Lumumba est considéré comme nationaliste. Vous comprenez? Et dans ce pays, il n'a pas été le seul nationaliste. Bon, on va revenir là-dessus. Mais je veux dire, il faut avoir des gens charismatiques. Lumumba était charismatique. Lumumba savait qu'il va mourir. Mais il a accepté de mourir pour le Congo. Mais nous avons maintenant très peu de gens pareils. Au niveau de l'État, il y a des gens qui voient leurs intérêts, qui sont même prêts à brader les intérêts de l'État, pourvu qu'ils restent au pouvoir. Lumumba savait qu'il sera tué. Lumumba savait que la colère qu'il a créée avec son discours de 60 là, ça ne pouvait pas enchanter les puissances occidentales. Lumumba savait. Et vous savez, même dans le testament de Lumumba, Lumumba écrit à sa femme, elle dit que je vais mourir, voilà comment vous allez. Il savait ça. Mais aujourd'hui, nous avons très peu de leaders qui sont prêts. Lumumba, quand il est mort, vous savez que Lumumba a été même tenté d'être corrompu. Il a résisté à la corruption. Il a refusé la corruption. Mais aujourd'hui, nous avons combien de présidents, de chefs d'État qui résistent à la corruption? Sankara, en Afrique, au Burkina Faso, c'était pareil. Aujourd'hui, d'abord, c'est l'idéologie nationaliste là, on doit vivre ça. Ça ne peut pas être seulement décrété dans un discours.
Un nationaliste, ce n'est pas quelqu'un qui véhicule les discours, qui fait de très beaux discours nationalistes. Nous avons toujours eu, presque tous nos présidents, depuis l'indépendance, de Joseph Kabila, de Joseph Kasavubu, jusqu'à l'actuel, ils ont des discours nationalistes. Dans les discours. Mais dans les actions, les actions ne suivent pas les discours. Les discours, c'est pour distraire les peuples, pour montrer que je suis nationaliste. Mais les actions qu'on pose contredisent les discours. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas dans. On peut dire que j'aime le Congo, je défends le Congo. L'indépendance. Mais les richesses du Congo, je les brade. Mais vite, nous avons parlé un peu. Bismas, c'est toujours parce que, donc, par rapport à l'état de siège, M. Bismas, n'êtes-vous pas certain que les relations entre les États actuellement seraient fragilisées par rapport à l'état de siège? Qu'en dites-vous? Oui et non. Oui, ça peut être fragilisé puisque les intérêts des États de la région qui contribuent à entretenir le conflit, qui fournissent les armes aux groupes armés, si vraiment l'état de siège est respecté, nous avons une armée capable de mettre fin à ce trafic-là des armes, ça va réussir. C'est pour ça que j'ai dit oui. Et à ce moment-là, les États de la région qui entretiennent les conflits, il ne faut pas seulement pointer les États de la région, il faut impliquer aussi le lobby international, la mafia internationale qui est bien présente dans notre partie est du Congo. J'ai bien aimé ce que le président a dit, la mafia au sein de l'armée, mais j'aurais aimé que le président aille plus loin. Pour dire il n'y a pas que la mafia au sein de notre armée, il y a aussi la mafia au niveau international qui entretient ces conflits de l'Est. J'aurais aimé que notre président soit plus nationaliste, d'aller plus loin pour creuser l'abcès. Mais le président s'est limité seulement à la mafia congolaise dans l'armée. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les États de la région avec qui nous signons des accords qui entretiennent cette mafia. Et ça se sait, tout le monde le sait, y compris les Nations Unies. Il y a aussi les Nations Unies qui sont sur le terrain, qui voient cette mafia-là et qui ne dénoncent pas. Et qui participent d'une manière ou d'une autre à la mafia. Puisque cette mafia des richesses congolaises, coltan, prenez coltan. Vous savez cette richesse, ça sert à quoi aujourd'hui? Un pays qui a le coltan est un pays riche. Les coltans aujourd'hui aident à fabriquer les ordinateurs, les téléphones, que ces désordres-là s'installent et ils savent bien que les coltans de l'Est du Congo arrivent dans leurs usines. Mais comment ça arrive dans leurs usines pour fabriquer les ordinateurs? Ils ne contrôlent pas ce circuit-là. Si vous leur posez cette question-là, ils seront gênés. Et quand ils seront gênés, c'est qu'ils savent le circuit mafieux. Mais comme ça leur profite, ils disent, bon, tant mieux que ça nous profite, tant pis pour les restes. Notre président devait être très exigeant et clair. Il a identifié un niveau de mafia. Mais il devait aller plus loin pour identifier les vrais acteurs de la mafia, qui sont les acteurs internationaux, qui sont présents dans la région, les États. Mais il a dit, j'estime, à ce niveau, hein, et c'est là le nationalisme, mon frère, et le courage de Lumumba. Il a dit, bon, peut-être si je trouve à ce niveau, on va me trouver que je deviens insaisissable. Je dois garder certaines amitiés, puisque dénoncer le plus fort du monde, la sanction serait la mort. Et quand lui-même sait que sa sécurité n'est pas encore assurée, et que ces gens-là contribuent d'une manière ou d'une autre à sa sécurité, il préfère les préserver pour préserver sa vie. Hein? Donc, battez-la, Moku Anayo. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, la mafia, elle est là. Nous pouvons, nous, à l'état de siège, combattre ce que la mafia congolaise. Mais la mafia internationale armée ne sera pas à mesure. C'est pour cela que vous voyez, maintenant, ils se calment. Ou ils se calmeront un temps. Après, quand l'état de siège sera levé, puisqu'on ne vivra pas éternellement de l'état de siège. Même si on prolonge 10 fois, un jour on va lever. Et quand on va lever, notre armée ne sera pas forte, ils vont rentrer. Ok, Didier, une question. Oui, monsieur Dismas, je vous ai suivi. Tu parles de mafia, tu es dans le système, tu voyages. Nous avons vu la manière dont l'autre était venu, dont tu es là où tu receives des gars. Le ministre des Affaires étrangères, puisque pour s'hasarder de dire ne fût-ce que Kabila aurait des connexions avec le Rwanda. Est-ce que notre frère Tshisekedi n'a pas raison d'avoir peur concernant sa peau, tout en se référant à certains principes des femmes de La Fontaine, le lieu l'agneau, tu seras saturé de ta témérité? Oui et non. Oui, c'est-à-dire, bon, voilà, l'État n'est pas encore organisé, hein, nous ne sommes pas encore un État fort, il a des réserves. Mais non, suivant
quand on défend les intérêts du pays, il faut avoir le courage de Lumumba. Nous avons d'autres amis lumumbistes ici. Lumumba savait qu'il va mourir. Mouzé Laurent Désiré Kabila savait qu'il va mourir. Il a dit, mais quand on est nationaliste, et j'ai beaucoup aimé la phrase de notre président, n'oubliez pas ça. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui l'a dit. S'il faut mourir pour pacifier l'Est, je suis prêt à le faire. Ce n'est pas le président qui l'a dit. Mais il doit pousser sa logique, il doit être cohérent avec ce qu'il a dit. Et quand il dit comme ça c'est un acte de courage qu'il avait dit. Il doit concrétiser dans les actes. Et troisième étape, c'est nous, population. Quand notre président dit comme ça, nous devons participer à sa protection. Peut-être qu'il défend nos intérêts. Nous savons que critiquer. Mais nous savons que détruire. Critiquer. Et le président doit avoir aussi un langage de dire, écoutez ma population, je défends les intérêts, je suis prêt à mourir, mais aidez-moi aussi à ne pas mourir. Puisque nous avons vu comment la population a sauvé la ville de Kinshasa à l'époque. Nous avons vu. À l'époque de en 1999. Ouais. Quand les rebelles ont voulu prendre l'aéroport de Ndjili, ceux qui ont défendu, c'est la population. La population a dénoncé les rebelles qui étaient déjà à Massina, qui étaient à Ndjili. C'est comme ça que l'armée est venue les chasser. De la même façon, dans votre protection, si vous êtes président nationaliste, du genre Lumumba, vous devez impliquer, même si la population était incapable de défendre Lumumba. Quand on a tué, la population est restée calme. Mais voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, je crois que nous sommes un peu réveillés, nous deviendrons tous des nationalistes. Doucement, ce qui t'engage nous, c'est Didier Mbode et tout ça. On aime beaucoup ces pays ici. Et maintenant, nous allons un peu nous tourner du côté de de M. Makengo. M. Makengo, préférez-vous qu'on parle un peu en lingala ou en français toujours? On va mélanger les deux. On va mélanger les deux. Est-ce qu'il y a-t-il un parallélisme entre l'économie et la santé? Merci. Et avant d'y arriver, je voudrais peut-être dire merci à mon co-débatteur, M. Kitenge, que j'aime beaucoup plus. Et je rappelle ceci. À 61 ans, ce n'est plus le moment de pleurer. Nous ne serons plus de plaintifs. Le Congo refuse de plainte, puisqu'on en avait déjà lancé pendant 61 ans. Cette année, c'est l'année de solution. Nous, aujourd'hui, si on s'appelle petit-fils de Lumumba, ce n'est pas les idéaux, ce n'est pas par la personne. D'ailleurs, je ne connais même pas le village de Lumumba, peut-être par l'histoire, je n'ai jamais été là. Mais Lumumba avait des idées. Mais nous étions formés par Mouzé qui était acolyte de Lumumba. Tout ceci, tout ça. Donc, il y avait eu une transition. Les idées de Lumumba sont passées par Mouzé et Mouzé les a léguées sur nous. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous avons des pratiques. Si je prononce 10 mots ici, mais j'ai 1000 réalisations sur le terrain pour l'intérêt communautaire. Aujourd'hui, je suis le premier, je suis le fondateur, ou soit le promoteur des produits qu'on appelle PACOMED, dont le Congo doit exporter tout de suite. Puisque je crois avoir été avec le gérant de la Banque centrale, et on a essayé un peu de discuter ensemble. Il nous a donné au moins des préalables afin que ces produits-là puissent être certifiés et exportés par la nation congolaise. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose de meilleur. PACOMED veut dire quoi? Produits alimentaires congolais et médicaments. Nous les avons. Produits alimentaires congolais et médicaments. Il y a quelques blancs qui ont demandé ces produits ici, d'une manière informelle, et ils se sont servis de ces produits-là, ils sont guéris. Là, chez eux en Europe. Mais c'est un produit avec marqué PACOMED. Et ça, c'est l'honneur du Congo. Et c'est ça le lumumbisme dont nous parlons, nous, aujourd'hui. Et l'exportation, ce sont des dollars qui vont entrer dans les trésors. À ce moment-là, il y aura relance économique. Là, on en parlera plus tard. Maintenant, ici sur le terrain, j'aimerais juste vous dire que les patrons, c'est votre question, si vous pouvez me rappeler encore. J'ai parlé du parallélisme entre l'économie et la santé. L'économie, premièrement, on pourra d'abord définir d'une manière claire. L'économie pourrait être l'ensemble de l'agriculture, du commerce, tourisme, développement rural, ainsi que l'hôtellerie. Et c'est ça. Si on améliore ce système-là, l'économie existe. Là, d'une manière claire que tout le monde peut maîtriser. Et alors, la santé, c'est quoi la santé? Nous avons la santé humaine, il y a la santé nationale, il y a les différentes santé. Mais ici, nous nous intéressons plus de l'économie nationale ainsi que la santé de l'homme. C'est l'homme qui construit. Il y a la santé mentale. Ça pose un problème aujourd'hui. Si on avait l'opportunité de demander soit au ministère de la Santé qu'on puisse un peu tester tous les Congolais, moi je pense que sur 100%, on trouverait 85% qui ont des maladies qu'on appelle névroses. La névrose pousse les gens à la trahison. La névrose pousse les gens à des histoires inutiles.
On n'aime pas son pays à cause de cette histoire-là. On peut parler trop et on ne réalise rien. Et c'est une maladie. Si on traite ces gens-là, je pense bien qu'ils seront maintenant conscients. Ils vont marcher sur ça. Je suis animathérapeute, je suis prêt. Et si peut-être un jour l'État m'accepterait de consulter ces gens-là avec complicité de toute agence médicale au niveau mondial, on le fera. Et nous allons présenter des compétences du Congo. Et là, je pense que c'est quelque chose de meilleur. Alors, la santé humaine, ça provient d'abord des aliments. L'homme doit être en bonne santé pour faire quelque chose. Le ventre creux n'a point d'oreille. Et si l'homme ne mange pas, à ce moment-là, il y a un problème. Mais ce qui est très grave, nous avons détecté que l'aliment que nous mangeons aujourd'hui, ce n'est pas un bon aliment. Ça constitue à détruire l'homme. L'homme qui doit construire le Congo, l'homme qui doit défendre le Congo, mais il est détruit par les aliments. Donc sa santé, et ce qu'on avait dit que non, un peuple non éduqué et en mauvaise santé ne construira aucune économie dans le présent ou dans le futur. Alors si nous voulons juste être libres, si nous voulons avoir des amis, comme notre ami Kitenge a dit, si nous voulons avoir des amis, nous devons être forts économiquement. Mais si économiquement vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de positionnement, vous n'aurez pas d'amis. Et aujourd'hui, le Congo est extrêmement pauvre. Les Congolais, bien sûr. Les Congolais extrêmement pauvres, mais le Congo est extrêmement riche. C'est le contraire. Le pays qui est riche, aux hommes très pauvres, à ce moment-là, il y a d'autres gens organisés qui profitent maintenant de la richesse de ce pays-ci. Et si les Congolais étaient organisés, ils gèrent bien de ces richesses. Moi, je pense bien que nous pourrions aussi avoir des amis. Paradoxe. Donc, à ce moment-là, nous devons d'abord commencer à reconstruire le mental des Congolais, qu'on puisse renforcer l'économie congolaise, qui doit commencer au niveau de la famille restreinte. Que chaque famille d'abord puisse comprendre ce qu'elle doit faire pour la nation. Et petit à petit, la santé de l'homme maintenant pourrait peut-être permettre à l'homme de bien travailler, de réaliser son plan. Voilà ce que je pouvais parler par rapport à votre question. Didier, quelle est la cause alors, la cause principale de ces pandémies? Vous avez parlé de névrose et tout ça, et psychique. Oui. La cause? La cause c'est quoi? Vous savez, quand un homme est devant des situations auxquelles il ne trouve pas de solution, et pour une très longue durée, à ce moment-là, la machine mentale là, qui cherche la solution ne trouve pas la solution. Il y a des déceptions. Est-ce que vous pouvez compter combien de fois les Congolais sont dessus? Économiquement, politiquement, religieusement, patati patata. Ce sont des déceptions sur déceptions. À ce moment-là, le mental des Congolais est dépravé. Nous sommes malades. Il faut commencer maintenant à résoudre à partir de là. Ce sont des déceptions qui nous arrivent. Il est là le défenseur. Je peux passer, moi je postule aujourd'hui, je prends un exemple, je postule aujourd'hui et je passe et demain, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Comment je resterai? Moi et ma famille et mes dépendants, il y aura toujours des problèmes. Voilà, merci beaucoup. Nous allons encore vous garder, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision nationale. Sachez que nous serons encore avec M. Makongo aussi à 13h. Nous allons rester avec lui ici. En tout cas, il ne faut pas bouger. Nous rentrons, c'est M. Dismas. Vous avez une question à poser parce qu'il reste quelques minutes. Mais il est presque 12h là. Et mot de la fin, M. Dismas, pour conclure. Nous avons parlé de beaucoup de choses ici. Nous avons parlé d'abord du Conseil de sécurité, l'ONU, ce qu'elle fait au Congo. Nous avons parlé de l'état de siège. Nous avons parlé aussi de Lumumba le 30 juin. C'est un État qui doit être construit, par des hommes. Et des hommes là sont des Congolais. Et nous avons besoin d'un leadership fort et clairvoyant. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de leaders. On peut avoir un leader, mais le Congo a besoin de plusieurs leaders au niveau national, au niveau provincial et local pour développer le pays. Le premier élément de développement, ce sont les ressources humaines. Ce n'est pas d'abord les richesses. Nous avons montré ici que le Congo est riche en matière première, tout ce que nous avons là dans les sols, et même au niveau des terres arables. Mais ce qui manque sont des hommes compétents, des hommes nationalistes qui aiment leur pays, des hommes qui mettent les intérêts du pays avant leurs propres intérêts, pour développer le pays. C'est ça qu'il nous faut. Et il faut construire, j'ai posé ça comme premier problème. Deuxième problème, il faut construire à la jeunesse. Lumumba, avant d'être ce qu'il a été adulte, il est né d'une famille. Il a incarné des idées et en devenant politique, il les a mises en application. Alors le Congo, nous avons un défi de la formation de la jeunesse. Il faut que notre jeunesse puisse d'abord être formée aux valeurs. Malheureusement, l'homme qui vous parle, non seulement je forme beaucoup de jeunes en droits humains, mais je forme aussi des jeunes à l'université où je suis enseignant. Mais je constate que notre jeunesse là est en train de perdre des repères. Si on ne fait pas attention,
Ce qui fait craindre que la crise actuelle humaine risque de perdurer au-delà des décennies. Puisque nous manquerons des leaders, des gens qui incarnent les valeurs, puisqu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes ne voient que l'argent, ne voient que la facilité, ne voient que des diplômes. Nous avons des jeunes qui ont des diplômes, mais qui n'incarnent pas les valeurs réelles de ces diplômes, donc capables de construire le pays. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Il est pratiquement 12 heures passées d'une minute à la pendule de la RTNC qui Kisangani. Vous avez suivi l'émission Tout en vrac qui vous est animée par votre serviteur André Louniussi, Didier Mboda, Gilles Le Silo, à la technique et Papi Issia. Voilà, après nous, c'est notre confrère Kaïmba Mayou qui va suivre. Et ne zappez pas, en tout cas à 13h, nous serons encore avec M. Makingo. Et je crois que la semaine prochaine, sur les baobabs du jour, les baobabs de chaque jour, M. Dismas se quitte. Merci. Je vous remercie.